dire, c'est qu'effectivement, on connaît les bienfaits des relations avec la nature et avec l'espace vert et les jardins. Lorsqu'on fait des revues de bibliographie, on voit qu'il y a effectivement des travaux, alors là je parle chez le sujet 5, qui montrent bien effectivement des bienfaits de plusieurs ordres du contact avec la nature ou avec un espace vert ou un jardin. Alors ils sont de plusieurs ordres, ces bénéfices. Ils peuvent être bien entendu physiques, liés à la pratique d'une activité sportive ou d'une activité de promenade dans le jardin. Ils peuvent être aussi psychologiques, et on sait qu'il y a effectivement un sentiment de bien-être, de récupération face à un stress qui est important lorsqu'on est dans un jardin ou dans un espace vert. Là, vous avez donc aussi une image qui vous illustre les pivoines, qui sont une plante célèbre de la Lorraine, qui a été travaillée au moment de l'époque de l'école de Nancy, notamment par les pépiniéristes et les paysagistes lorrains. Alors, la définition d'un jardin à visée thérapeutique est simple, c'est une aide au processus de soins, mais j'ai tenu à mettre en sous-titre que c'était aussi fondamentalement une ouverture vers le monde extérieur. Nous allons y revenir. Alors, notre démarche, elle a été de commencer par nous poser quelques questions. Quels pouvaient être les bénéfices d'un jardin thérapeutique avant d'en créer un? Comment le concevoir? Et donc, notre volonté était qu'il s'adresse spécifiquement aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, donc de rechercher des effets précis dans ce domaine, donc avec des besoins ciblés pour des patients bien précis. Alors, très concrètement aussi, se posait à nous la question de savoir comment le créer, comment le faire vivre. Et puis, ça a été notre démarche dès le départ. Nous avons travaillé avec le docteur Fécharek sur ce jardin, donc qui est un médecin sculpteur. Comment intégrer à notre approche une dimension artistique? Avec quels critères pour cette approche artistique? Et puis, comment évaluer donc les bénéfices, les impacts de ce jardin? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voici donc d'une manière générale les effets bénéfiques que l'on peut relever, ces effets directs et indirects, à la fois physiques et psychologiques. Alors, je dirais qu'on ne conçoit pas les jardins de la même manière selon que l'on s'adresse à des personnes qui sont, par exemple, dans un hôpital de court séjour, à des patients atteints d'affections psychiatriques, pour des sujets âgés ou pour des sujets, au contraire, très jeunes, pour les hôpitaux pédiatriques, pour les unités de soins palliatifs, pour les centres anticancéreux. Il y a des recommandations spécifiques et différentes. Je vais donner une illustration très simple. Par exemple, pour les centres anticancéreux, on va avoir des jardins très ombragés afin d'éviter les phénomènes de photosensibilisation liés aux chimiothérapies. Alors les bienfaits de la fréquentation des espaces verts, eh bien, ils sont démontrés quel que soit l'âge. Chez les sujets sains, et nous allons le voir dans la pathologie aussi, par exemple pour les enfants, ils ont un effet d'amortissement des situations de stress, notamment au niveau scolaire, ils améliorent les capacités cognitives, et il ne serait donc pas si mauvais que les salles de classe donnent sur un espace vert plutôt que sur des murailles. Chez les étudiants aussi, la présence d'espaces verts dans les universités a un effet bénéfique sur les capacités d'apprentissage et de concentration. Mais ceci se retrouve aussi chez les sujets plus âgés, et on voit aussi apparaître cette notion de sentiment de paix et de bien-être à être dans un tel lieu. En gérontologie, donc là dans le domaine plus de la pathologie, il est aussi démontré que la pratique d'une activité physique de jardinage, de promenade à son propre rythme, et c'est ça qui est effectivement un des points importants, ce n'est pas un enjeu de réalisation sportive bien sûr, permet de travailler à la fois la marche, l'équilibre, des gestes de précision, tout en bénéficiant d'effets qui ont déjà été détaillés, comme l'exposition à la lumière, donc une luminothérapie indirecte, et effectivement aussi des effets bénéfiques sur le rythme veille-sommeil, sur l'appétit. Alors, il y a des aspects plus spécifiques qui ont été traités, comme par exemple l'impact des arbres dans l'espace vert. C'est ce qui revient tout de suite dans les souhaits des utilisateurs, qu'il y ait des arbres dans un jardin. Et bien, effectivement, là, quand on s'adresse donc à des enquêtes qui se situent auprès des citoyens et pas dans le domaine de la pathologie, on voit qu'effectivement, c'est sous les arbres qu'on aime se retrouver. Il y a des effets bénéfiques sur les relations de voisinage, même sur les impacts, vous voyez, dans les cités américaines, sur la criminalité. Donc les arbres et les espaces verts sont un facteur de socialisation et d'intégration dans la ville. Un des auteurs de référence dans le domaine des jardins thérapeutiques, c'est Claire Copper-Marcus, qui est aux États-Unis et qui a mené de nombreuses enquêtes, notamment sur les usagers des hôpitaux. Vous voyez, avec donc un plébiscite, quasiment tous les utilisateurs, 95%, disent que leur humeur est améliorée lorsqu'ils peuvent traverser un espace vert pour se rendre dans un hôpital qui, bien qu'étant un lieu de soins, est aussi malheureusement un lieu de stress. C'est la même chose pour les étudiants sur leur campus. Et puis une étude aussi que j'ai souhaité vous présenter brièvement, celle de Claudia Mas, en
en Hollande, qui a mené une enquête de grande ampleur sur le plan épidémiologique, avec donc des impacts sur un certain nombre de maladies, une quinzaine, et notamment un impact bénéfique sur dépression et anxiété pour les personnes qui vivent à proximité d'un espace vert dans leur ville, avec donc moins de plaintes concernant la santé qui sont formulées aux médecins généralistes, ceci agissant essentiellement par une baisse du niveau de stress. La simple vue sur un environnement naturel, sur un espace vert ou un jardin est bénéfique. Ça a été démontré dans des services aussi techniques que la chirurgie digestive, que les soins intensifs de cardiologie, avec donc un meilleur pronostic pour les personnes qui sont dans une chambre avec vue, à la fois en termes de durée de séjour, en termes de consommation dentalgique et en termes de plaintes sur la santé formulées aux infirmières. Ceci est vrai aussi de la décoration des chambres par des vues de la nature, des posters. Si on n'a pas la chance d'avoir des chambres qui peuvent donner sur un espace vert, on peut au moins agrémenter les chambres. Et là, on peut comparer par exemple des vues d'œuvres artistiques, concrètes ou non figuratives, et des vues de paysages. Ce sont les paysages de forêt et les paysages qui comportent une dimension aquatique qui sont les plus reposantes. Et là, on va retrouver les nymphéas, par exemple, que vous nous avez montrés, qui seraient certainement intéressants à étudier dans les chambres des patients. Alors, par exemple, je vais vous montrer quelques éléments de recommandation sur les maisons de retraite avant de passer un petit peu à la conception de notre jardin. Quelles sont les recommandations aux États-Unis pour les espaces verts des établissements, donc maisons de retraite? Eh bien, c'est essentiellement d'éviter l'image hospitalière, car effectivement, elle est négative. C'est donc essayer de donner, eh bien, finalement, l'image du cottage anglais avec ses roses. Pour la population américaine, c'est quelque chose qui les fait un peu encore rêver. Et donc, ils souhaitent retrouver dans les établissements pour leurs aînés. Et aussi, ces références culturelles qui favorisent des réminiscences, nous allons y revenir, mais aussi un lieu où il fait bon se retrouver, où on peut passer du temps en famille, tout en ayant à la fois de l'espace pour être nombreux, mais aussi un sentiment d'intimité. Et puis, cette difficulté d'équilibre, cette sensation donc, de risque de chute qui vous a été bien exposée par le professeur Touchon, fait qu'effectivement, il faut des endroits avec des bancs, avec des petites distances qui rendent le lieu donc familier tout à la fois, mais aussi pas angoissant, pas avec le risque donc de dépasser ses capacités fonctionnelles sans trouver une halte. Donc, comme je le disais, le plan Alzheimer insuffle une dynamique et un intérêt croissant pour les jardins thérapeutiques, puisqu'il indique dans son cahier des charges que ces structures doivent en disposer, mais il n'y avait pas en 2008 de recommandations précises sur leur conception pour ces structures spécifiques. Alors, si nous prenons donc un petit peu l'état des lieux en 2007, l'année avant la sortie du plan, l'enquête de Fontaine auprès de pratiquement 1000 unités Alzheimer montrait que leur immense majorité dispose effectivement d'un espace extérieur, mais qu'il n'est offert en libre accès, c'est-à-dire à la déambulation autonome du résident, que dans moins de la moitié des cas. Alors, plus modestement, nous avons fait, nous, en 2008, au début de notre projet, une enquête sur les EHPAD du Grand Nancy, et nous avons retrouvé, pareil, 90% d'établissements qui ont des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et des espaces verts, mais à peu près, un chiffre très légèrement en dessous de la moyenne nationale, 38% seulement sécurisés, donc autorisés à l'accès des patients. Nous n'avons trouvé aucun établissement qui signe qu'il a installé à l'époque un aménagement spécifique pour les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, et pas de conception particulière, alors que vis-à-vis du handicap moteur, on avait quasiment le double d'aménagements qui étaient bien conçus dans les établissements. Donc, une insatisfaction des résidents qui s'est aussi exprimée à travers notre enquête, et un désir des établissements de s'améliorer, ce qui est bien sûr encourageant. Alors, on connaît l'impact des interventions environnementales sur les troubles du comportement, notamment dans la maladie d'Alzheimer, avec les travaux de Cohen-Mansfield, qui ont démontré dans les deux sens à la fois l'effet négatif d'un environnement inadapté, tant sur le plan esthétique que sur l'accessibilité à l'extérieur, avec donc un retentissement en termes d'augmentation de l'agitation, de l'agressivité, et à l'inverse, donc des effets bénéfiques lorsque on aménage cet environnement pour permettre la sortie. Et vous voyez, on retrouve cette notion donc sur le sommeil, sur l'agitation, au point qu'effectivement on peut proposer la mise en place de programmes de marche, tout en sachant qu'ils sont plus intéressants à pratiquer à l'extérieur, bien entendu, que dans une salle de kinésithérapie, faire 25 allers-retours entre 5 mètres de barres parallèles, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Alors à la phase de conception, notre démarche a été effectivement de rechercher dans la littérature tout ce qui pouvait exister sur le domaine, et nous nous sommes tout de suite rendus compte qu'il allait falloir constituer une équipe très multidisciplinaire et transversale, avec bien sûr l'équipe soignante, mais une équipe soignante qui finalement s'est avérée chez nous être celle de tout le CHU, c'est-à-dire que nous avons travaillé avec les ingénieurs, avec les électriciens, avec les maçons, avec les dessinateurs, avec le service de communication, avec les ergothérapeutes, avec les jardiniers, tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas de corps de métier quasiment qui n'ait pas contribué à notre jardin. Et puis, il va falloir effectivement que ça se décline au quotidien et que l'équipe se l'approprie et l'intègre vraiment dans son projet de soins. Et effectivement, pour nous maintenant, le jardin est pour chaque professionnel un support à ses soins. Alors, évaluer donc les besoins, évaluer ce que nous allons vouloir faire dans le jardin était très important. Et nous avons mené initialement donc une enquête auprès de tous les patients dans l'été 2007, de leurs familles et de toute l'équipe pour savoir comment ils souhaitaient que le jardin évolue. Nous avions donc ce bel espace de 4000 m² qui était clos. Comment le ressentaient-ils en l'état et quelles étaient leurs suggestions, leurs souhaits et les activités qui allaient s'y pratiquer. Alors, il faut aussi évaluer la capacité de l'établissement à la fois à entretenir le jardin, ça va être la question, à le créer, mais aussi, bien sûr, tout ce qui va concerner la réglementation en termes de sécurité, d'accessibilité, de normes hospitalières, pour trouver un équilibre entre tout cela. Et puis, cette évaluation, il faut la reproduire au fur et à mesure du projet. C'est ce que nous avons fait. Et à la fin de l'aménagement en 2010, nous avons réitéré la même enquête. Voilà. Et puis donc tout au long de notre travail, c'était le questionnement, comment donc transposer toutes les prises en charge non médicamenteuses que nous souhaitions y pratiquer, comment le jardin donc pourrait-il en être support. Alors, dans la maladie d'Alzheimer plus spécifiquement, qui est notre approche, c'est vrai que notre conception, elle s'est basée sur ce dialogue entre, je dirais, la neurologue que je suis, et donc la connaissance des symptômes de la maladie, à la fois dans le domaine des troubles cognitifs, mais aussi dans le domaine des troubles psychocomportementaux, et aussi pas seulement sur le déficit, pas centrer notre regard sur le déficit que présentent ces patients dans certains domaines, mais aussi sur les capacités les plus résistantes qui vont être donc utilisées au quotidien dans les activités pratiquées. Alors, un certain nombre de grandes règles, disons, ça va bien entendu être la sécurisation, et c'est de clore l'espace, c'est la première recommandation, mais clore cet espace sans provoquer le sentiment d'enfermement, justement, mais en donnant donc un cheminement au regard, par exemple, à travers les hauteurs de végétaux, pour que s'il y a une grille, s'il y a un bâtiment, eh bien, il ne paraisse pas être une source d'enfermement. Structurer l'espace, j'y reviendrai un petit peu plus en détail, proposer une diversité de choix, de destination, un intérêt toujours renouvelé dans le jardin. C'est beaucoup plus facile dans un jardin de maintenir un intérêt au fil des jours que dans un intérieur hospitalier ou dans un intérieur d'établissement qui est beaucoup plus figé. Maintenir le lien avec le monde extérieur. Par exemple, nous avons les patients qui nous ont dit dans notre enquête initiale qu'ils étaient contents de pouvoir observer la rue, observer effectivement la vie de la cité depuis le jardin. Et puis, et c'est une des raisons pour lesquelles effectivement j'ai été conviée, je pense, aujourd'hui, le jardin est un outil plurisensoriel de stimulation multimodale extrêmement riche, beaucoup plus riche que ne peut l'apporter l'intérieur. Et puis notre dernier principe de base, c'était donc effectivement cette conception artistique, comme le recommande Claire Copper-Marcus, avec l'installation d'œuvres d'art susceptibles de solliciter des émotions positives. Alors, on pense souvent, lorsqu'on parle jardin, à une thérapie non médicamenteuse plus particulière qui est l'ortithérapie, dont je vous ai remis là brièvement les grands principes, mais effectivement, pour nous, je vais y revenir, le jardin est un outil bien plus large pour d'autres thérapies non médicamenteuses, et ce n'est pas effectivement qu'une heure par semaine qu'on va pratiquer une séance d'ortithérapie dans le jardin, qu'il reste du temps est fermé. Ce n'est pas du tout notre conception, ça serait très réducteur. Alors donc, qu'apporte le jardin sur la cognition? Eh bien déjà, c'est un outil formidable pour l'orientation temporospatiale, et je crois qu'il n'y a pas besoin de grandes démonstrations, et on voit parfaitement effectivement les patients qui perçoivent qu'on est le soir par la lumière qui va décliner et qui va changer de coloration par rapport à la lumière de l'après-midi. Bien entendu, tout ce qui va concerner l'évolution du végétal au fil des saisons, c'est tout à fait net. Alors on va accentuer justement ces dimensions-là et cette perception des saisons et du rythme de la nature,
illustrer l'écoulement du temps. Donc nous avons une horloge. Et puis, dans les questionnaires d'évaluation initiale, est apparu qu'effectivement, la météorologie devenait un sujet d'intérêt des patients qui s'installaient ensuite dans la salle à manger et demandaient aux soignants quelles étaient les prévisions météo pour savoir si le lendemain, ils pourraient y aller. C'était tout à fait intéressant de voir que les aides-soignantes avaient remarqué ça. Alors l'espace, donc, c'est le structurer, c'est y donner des points de repère. Bien entendu, la recommandation de base, c'est que les allées ramènent vers les soignants et qu'il y ait donc un parcours qui soit effectivement pas une source d'angoisse pour le patient qui aboutirait dans une impasse, ne sachant plus comment revenir vers le lieu de soins, mais donc qu'il soit ramené naturellement par le mouvement des allées. Mais il faut aussi qu'il y ait des choix, qu'on puisse choisir des itinéraires différents et pas seulement une large boucle autour d'un jardin avec un itinéraire figé. Nous avons souhaité effectivement différencier des zones dans notre jardin. Nous avons hérité d'un jardin très structuré à la française, avec 4 carrés, et là nous avions les contraintes de sécurité, avec l'obligation de laisser une grande allée pompier pour accéder au bâtiment avec la grande échelle, donc ça c'était incontournable, mais donc ça nous a amené à avoir 4 zones très distinctes et à travailler avec le médecin sculpteur donc sur des thèmes pour cela. L'idée au départ, puisque nous n'avons eu, je tiens à le préciser, aucun emploi de jardinier supplémentaire pour notre jardin, était de faire la même chose, mais structurée différemment. Au lieu d'avoir, pour donner un exemple très simple, 4 carrés identiques avec la même pelouse et 4 massifs de rosiers et 4 massifs multicolores, eh bien effectivement, une dominante rouge, une dominante jaune, une dominante bleue dans chacun des carrés, une dominante blanche, qui amène donc de la diversité. Alors on va s'appuyer sur les différentes mémoires de manière différente au travers de notre travail sur le jardin. Et effectivement, bien sûr, la mémoire épisodique est la plus fragile. C'est celle qui nous permet de constituer nos souvenirs au fur et à mesure et de les situer dans le temps et dans l'espace. Et donc, effectivement, elle sera plus fragile. Mais nous allons pouvoir travailler à travers le jardin d'autres aspects de la mémoire sur lesquels on peut plus facilement s'appuyer. Alors j'ai cité la mémoire prospective avec la météo qui va la solliciter. Qu'est-ce que je vais faire demain, par exemple. Mais aussi la mémoire sémantique, c'était par exemple le sens aussi de notre photo de pivoine au début. Et donc là, on voit qu'on va solliciter les connaissances que les personnes peuvent avoir acquis au fur et à mesure de leur vie, et notamment sur tout ce qui concerne le végétal, car il n'y a pas de Pierre citadin qui ne sache quand même qu'il y a des saisons et qu'il y a des choses qui doivent se faire à un certain rythme et qui connaissent un tout petit peu quand même certaines plantes. Nous avions interrogé l'association de familles de patients atteints de maladie d'Alzheimer dans notre région pour savoir quelles étaient par exemple les plantes les mieux reconnues, les plantes familières de la région. Donc il y a eu tout ce travail là aussi pour pouvoir justement favoriser cette résurgence des connaissances sémantiques. Et puis la mémoire procédurale, elle va par exemple être travaillée à travers justement les gestes du jardinage et les savoir-faire, souvent sensorimoteurs, qui s'y attachent. Alors, je cite souvent l'exemple, effectivement, d'un patient que j'avais suivi en consultation et qui est arrivé chez nous parce qu'il était vraiment très perturbateur dans son EHPAD et qui n'était plus supporté par les autres résidents parce qu'il faisait intrusion sans cesse dans les chambres des autres. Et toute l'équipe s'est mobilisée pour l'installer dans la chambre la plus proche du jardin et lui apprendre le chemin du jardin. Eh bien, les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ont encore des capacités d'apprentissage et il a réussi à apprendre le petit trajet entre sa chambre et le jardin. Et 2 ou 3 jours après son admission, je l'ai croisé un samedi matin et finalement, il avait le regard un petit peu égaré. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Je lui ai dit « Vous avez pris le petit déjeuner, il est 10h, il fait beau, c'est l'heure d'aller au jardin. » Et là, effectivement, il a eu un temps d'arrêt et il a regardé ses pieds et il a dit « Alors, il faut que j'aille me chausser. » Et effectivement, il était pieds nus dans le couloir et des automatismes, des scripts d'activité familière peuvent être ainsi réactivés. Le langage, eh bien, nous avons quotidiennement effectivement aussi des exemples que les patients vont parler plus facilement dans le jardin, vont plus facilement accéder à certains mots. C'est là encore tout l'intérêt d'une dimension plurisensorielle du jardin, c'est faciliter l'accès aux mots rose, par exemple, à la fois par le parfum de la rose, par la couleur très vive qui va pouvoir être perçue, par le toucher des pétales. Et là, tout d'un coup, effectivement, on va avoir la personne qui va pouvoir s'exprimer ou qui va parler d'un souvenir d'une rose de son jardin, par exemple.
Les gnosies, effectivement, on travaille aussi la reconnaissance des plantes, des objets, des animaux, des couleurs, des formes. Le jardin est très riche. Les praxis, je l'ai dit, les schémas de gestes peuvent être aussi travaillés par les ergothérapeutes à ce niveau-là. Et puis, il y a l'autre volet, bien sûr, de la maladie d'Alzheimer, tous les aspects donc, comportementaux, où le jardin peut être très intéressant, à la fois, donc, comme on l'a dit, sur les comportements d'agitation et d'agressivité, sur le syndrome du coucher de soleil, sur le rythme veille-sommeil, mais aussi sur les relations entre patients qui sont bien différentes de celles dans des espaces trop exigus. Et on voit des patients, effectivement, qui se retrouvent avec plaisir dans le jardin, des familles qui tissent aussi des liens, qui s'y retrouvent et qui s'entraident à travers leur connaissance, même au-delà de l'hospitalisation chez nous. Et puis, ce qui nous a été aussi bien rapporté par les soignants lors de nos questionnaires, c'est que pour eux aussi, le jardin est bénéfique et que c'est un élément de prévention du burn-out des soignants. Ça avait été aussi mis en évidence par les études de Claire Copper-Marcus. Voilà, donc vous avez compris un petit peu quelle a été notre démarche, intégrer ces aspects artistiques et ces aspects neuropsychologiques, avec effectivement un certain nombre d'autres compétences que nous avons souhaité croiser pour créer ce jardin. Alors, j'ai parlé de la structuration de l'espace, et donc c'est les travaux de Kevin Lynch qui peuvent donner un petit peu une idée de la démarche avec cet ouvrage bien connu des architectes et des paysagistes sur l'image de l'environnement, l'image de la cité. Alors, la lisibilité d'un environnement, c'est sa clarté apparente du paysage, la facilité avec laquelle on peut reconnaître ces éléments et les organiser en un schéma cohérent. Un environnement doté d'une bonne imagibilité devrait permettre au sujet de se sentir rapidement chez lui dans un nouveau milieu. Et si vous avez été voyageur dans des villes que vous ne connaissiez pas du tout, vous savez très bien qu'il y a des villes dans lesquelles vous vous êtes tout de suite senti bien. Vous arriviez à vous y orienter facilement, et des villes où vous avez mis longtemps à vous y sentir à l'aise et à savoir vous diriger à l'intérieur de ces villes. L'imagibilité, c'est pour un objet physique la qualité grâce à laquelle il a de grandes chances de provoquer une forte image chez n'importe quel observateur. Et donc une forte imagibilité incite l'œil et l'oreille à augmenter leur attention et leur participation, et un tel environnement est appréhendé par les sens d'une manière plus étendue, plus approfondie. Il est perçu comme une structure fortement continue, composée d'éléments nombreux, distincts et clairement liés entre eux, et l'observateur peut y recevoir de nouveaux chocs sensoriels sans que ceux-ci brisent l'essentiel de son image, et ainsi il acquiert une conscience profonde de l'environnement. Et donc Lynch développe cette notion de structure et d'identité en déclinant effectivement trois composantes à cette identité, et donc l'intérêt de cette structuration de l'espace en termes donc de reconnaissance et de familiarité du lieu, et donc de sentiment aussi d'apaisement. Quelques diapositives qui m'ont été prêtées par le docteur Fécharek, donc pour brièvement aborder sa conception artistique de notre jardin. Eh bien, effectivement, pour lui, c'était tout simplement une évidence qu'il y a une dimension culturelle et artistique à apporter, car elle fait partie vraiment de l'homme, et qu'elle exprime aussi un respect pour les patients qui n'ont pas à être coupés de cette dimension alors qu'ils sont malades. Voilà. Et puis, c'était aussi apporter des éléments sensoriels qui s'inscriraient dans la permanence, car en Lorraine, l'hiver est long. Je dois le dire, ma première année en Lorraine, je trouvais que le printemps ne revenait pas à l'heure habituelle, et donc apporter des éléments riches sensoriels et de beauté était aussi un souci pour passer cette longue période hivernale. Et donc, vous le verrez tout à l'heure dans les photos, nous avons souhaité intégrer par exemple aussi un vitrail pour apporter une dimension très colorée dans le jardin toute l'année. Pourquoi associer l'art ? Eh bien parce qu'il est supposé produire l'expérience du beau, même si ça n'est pas toujours la démarche de tous les artistes, qui n'ont pas toujours, bien sûr, pour seul objectif le beau, mais là, ça a été plutôt cette notion-là, et donc de créer des moments durant la promenade, durant la visite dans le jardin, qui apportent ce sentiment de beauté, et que tout un chacun y soit sensible. Donc l'approche artistique, ça le docteur Fécharek insiste toujours beaucoup, effectivement, puisqu'il est médecin et sculpteur. C'est pas un jardin de sculpteurs, c'est pas un jardin de sculpture, c'est un jardin où l'art s'est soumis à un objectif thérapeutique. Et c'est adapté au lieu et à l'environnement que nous avions. Alors, en pratique, donc, choisir un thème et rester cohérent, afin d'avoir un jardin qui convienne à tous, eh bien, il faut effectivement essayer de trouver des critères qui soient partagés par une grande majorité, des notions d'invariants culturels qui persistent au-delà de la maladie, et des références aussi à la mémoire socioculturelle de la région. Donc, à la fois des universaux, mais aussi des éléments liés à la région, d'où les pivoines, d'où le vitrail, qui est aussi, bien sûr, un artisanat d'art très célèbre en Lorraine.
Alors les potentiels, puisque maintenant nous avons un petit peu de recul sur l'utilisation de notre jardin, il a tout le temps été accessible, même pendant la phase d'aménagement. Donc depuis 2007, nous l'utilisons. Eh bien, le premier point, c'est qu'il soit vraiment offert en libre accès à tout moment au patient et à son entourage, sans modération. Déjà, un point, nous avons étudié aussi l'éclairage du jardin pour qu'il soit accessible la nuit, et c'est un point très intéressant dans les troubles du comportement du début de soirée, plutôt qu'un patient qui va rentrer dans toutes les autres chambres ou qu'on va essayer de maintenir dans sa chambre alors qu'il n'a pas encore sommeil. Eh bien, voilà, les patients peuvent aller se promener dans le jardin, seuls ou accompagnés. Les familles sont les bienvenues, elles peuvent y aller pendant les soins ou y aller avec leurs patients, et c'est aussi l'observation des soignants lors de la première enquête qui nous a montré que c'était un facteur de relation familiale et qui nous a conduit à avoir ce projet d'atelier donc transgénérationnel qui a été donc subventionné par la Fondation Médéric Alzheimer. Des activités sociales et culturelles et artistiques, ça a été aussi notre grande joie que le jardin finalement nous amène le monde extérieur. J'en donnerai quelques exemples. Chaque professionnel, comme je l'ai dit, a donc pu s'approprier le jardin dans sa pratique. Je vais avancer un tout petit peu. Voilà. Donc, notre conclusion, c'est qu'effectivement, il faut poursuivre des travaux de recherche pour étayer les constats bénéfiques des jardins comme une démarche d'evidence-based design health planning, pour avoir vraiment des recommandations qui puissent être généralisées à d'autres établissements. C'est notre souci. Aussi, bien entendu, dans une conception, bien sûr, médico-économique, et qu'il y a véritablement à développer cette notion d'un droit à un environnement thérapeutique, d'une adaptation du lieu de soins aux besoins spécifiques des patients et de l'entourage qui les habite et qui les fréquente, qui y réside, et que donc ça serait pour nous un élément à inscrire dans la charte de la personne âgée dépendante et de la personne âgée hospitalisée. Alors je vais passer très rapidement ces quelques photos, car si j'ai l'autorisation d'avoir encore quelques minutes, vous aurez un petit aperçu du jardin. Donc les premières moissons, les ateliers transgénérationnels, je l'ai dit, et ça nous sommes très heureux de voir les enfants venir participer à des activités avec les patients du service. Une formation qui nous a été demandée, que nous avons donc depuis 2010 pour sensibiliser les professionnels de la gériatrie à cet intérêt. Des journées portes ouvertes, le jardin est aussi un bon lieu pour accueillir le public et parler de la maladie, informer et écouter, par exemple. Et puis donc, je le disais, les activités culturelles et artistiques. Nous avons des pièces de théâtre qui se sont déroulées dans le jardin, des chorales, des musiciens qui sont venus, le printemps des poètes, des auteurs qui sont venus lire leurs livres, les commenter aux patients et aux familles. Et puis cet été, nous avons eu aussi le ballet de l'Opéra de Lorraine qui est venu danser pour nous dans le jardin, pour les patients et leurs familles. Un film, et puis donc des projets de recherche dans un certain nombre de dimensions sur les apports de l'orientation topographique donc, et l'évaluation donc, des jardins, mais aussi des capacités d'orientation des patients, sur la dimension artistique, sur la prévention du syndrome d'épuisement professionnel, sur l'utilisation des références régionales culturelles. Voilà, tous nos projets qui commencent juste à pousser, si je puis dire. Voilà. Pour en savoir plus, eh bien entendu, vous pourrez me contacter si vous le souhaitiez. Quelques paroles des patients et des visiteurs pour terminer. Et donc, je n'ai pas pu transporter le jardin. C'est la grande difficulté, effectivement, que je ne peux pas l'emmener pour vous le montrer. Mais donc, je vais essayer quand même de vous en donner un tout petit aperçu. Voilà, donc la phase de construction, vous voyez, il y a eu quand même du béton, des travaux, d'où l'intérêt de travailler avec les ingénieurs. La pierre de l'Hérouville, donc, qui a été utilisée pour les sculptures, c'est une pierre calcaire de la région, qui est donc bien connue des Lorrains, c'est la pierre de la ville de Nancy. Ah, je pense qu'on avait un petit peu de son, mais là il est coupé, je pense. Si, ça y est, moi je l'entends.
Alors le travail des sculptures a été fait avec un travail important sur la surface entre le lisse et le rugueux, puisqu'elles sont faites pour être touchées, pour être approchées par les patients, pour s'intégrer vraiment aux activités thérapeutiques et à la découverte du jardin. Alors l'accessibilité, bien sûr, le jardin est accessible en fauteuil roulant et même en lit médicalisé. On peut y venir sous oxygène avec une pompe à morphine parce que nous avons aussi une unité de soins palliatifs et des patients qui quelquefois y descendent. Donc là, vous avez une sculpture sonore qui a été travaillée dans un basalte, par exemple. L'eau, donc l'eau était un point qui a été cité dans tous les questionnaires, mais pas les grands jets d'eau de notre jardin de la Pépinière, dont les familles de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer nous ont dit qu'elle leur faisait peur. Donc on a choisi une fontaine avec un ruissellement doux et beaucoup plus apaisant. Le thermomètre de Galilée, pour donner un support à l'exploration de la météo aux patients, qui a été construit par un lycée allemand et un lycée français pour le jardin. Alors là, c'était au début, il n'y avait pas encore beaucoup de végétation. Alors le jardinage, oui, on le fait assis aussi, pour pouvoir s'adapter au handicap. Là, c'est la mise en place de la lanterne dans le carré feu qui apporte un élément effectivement éclairé la nuit. Il y a plusieurs points qui sont éclairés pour donner un aspect rassurant et que les points de repère qui sont très visibles dans la journée soient aussi éclairés la nuit pour donner ce sentiment de familiarité. Là, c'est un banc, c'est un détail d'un banc. Voilà le feu de camp, là, vous ne l'avez pas éclairé, mais il est éclairé le soir. Tout un travail aussi sur le mobilier, qui a été important. Ça, c'est bien ressorti des questionnaires en 2010, davantage de mobilier, de petites tables pour s'installer en tout petits groupes, etc. Les couleurs donc très contrastées aussi.
Ça, c'était avant la fin des travaux. Voilà, quand je disais une équipe pluridisciplinaire.